Un premier élément pour apprécier la dynamique du secteur spatial, c'est le nombre de pays possédant des capacités spatiales. En 2020, on dénombre 80 organismes internationaux, dont 70 pays qui possèdent des satellites. Sur ces 70 pays, 12 ont des lanceurs qui leur permettent un accès indépendant à l'espace. Ce qui est frappant, c'est que depuis l'année 2000, il y a eu création de 20 agences spatiales au rythme de 1 à 2 par an. Pourquoi un tel engouement? Pour des besoins de souveraineté, mais aussi parce que développer des capacités spatiales, c'est développer une industrie de haute technologie, des emplois hautement qualifiés, des connaissances scientifiques et des compétences académiques qui ouvrent à des coopérations et une reconnaissance internationale. C'est aussi un moyen efficace pour développer l'économie d'un pays, car les usages et les retombées technologiques du spatial viennent irriguer de nombreux secteurs économiques de l'industrie manufacturière et des services. Certains pays d'ailleurs n'ont pas hésité à développer d'abord des services utilisant les moyens et les données spatiales avant de remonter dans la chaîne de valeur pour développer ensuite des satellites et des lanceurs. Intéressons-nous au poids économique du secteur spatial. En 2020, son poids global est d'environ 366 milliards de dollars, en légère progression sur 2019. Le poids de l'industrie spatiale est d'environ 271 milliards de dollars, dont 16,4 milliards pour l'industrie manufacturière, c'est-à-dire les fabricants de lanceurs et des satellites, et d'environ 250 milliards pour le secteur des équipements sols et des services. On notera un facteur supérieur à 10 entre les revenus manufacturiers et ceux issus des services. Si les revenus des fournisseurs de services sont stables comparés à ceux de 2019, on note que les revenus manufacturiers sont en baisse. Cela s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs. D'une part par une baisse des commandes de satellites de télécommunications géostationnaires, car les opérateurs sont dans une position attentiste. En effet, si les flottes vont devoir être renouvelées, plusieurs propositions de valeur vont émerger, comme de nouveaux satellites avec des charges utiles flexibles, mais aussi des modules appelés TUG qui viennent se clamper sur un satellite et prendre le relais de son système de propulsion pour assurer son maintien à poste, permettant ainsi de prolonger la durée de vie du satellite. Et c'est sans compter avec les méga-constellations de satellites de communication en orbite basse qui annoncent des performances de transmission d'informations à très haut débit susceptibles de remettre en cause le modèle actuel des opérateurs de télécommunications en orbite géostationnaire. Un autre élément qui explique la baisse des revenus de l'industrie manufacturière, c'est la baisse des coûts de production et l'entrée en service des lanceurs réutilisables. Du fait de la concurrence et des efforts de miniaturisation, la masse des satellites est en diminution, ainsi que le coût de lancement du kilo en orbite. Car en réutilisant des éléments de lanceurs, la société SpaceX, par exemple, propose des prix de lancement très compétitifs et réduit le nombre de lanceurs à fabriquer. Enfin, de plus en plus de missions utilisent des petits satellites, les smallsat, plus compacts, moins coûteux à fabriquer et à lancer. On peut donc dire que l'économie du secteur spatial est en train de se transformer. D'ailleurs, une autre composante économique a fait son apparition et doit désormais être prise en compte comme faisant partie de l'économie du secteur spatial, ce sont les activités liées aux vols habités commerciaux, même si les revenus sont encore modestes et très soutenus par la commande publique. Enfin, une autre contribution à prendre en compte dans cette économie spatiale, c'est la contribution des budgets des agences spatiales. Ces budgets sont en augmentation et représentent plus de 90 milliards de dollars pour l'année 2020. Si l'on fait un zoom sur les budgets des agences spatiales, on s'aperçoit que plus de la moitié des budgets investis dans le secteur spatial viennent de 8 agences majeures. Les États-Unis, avec la NASA et la NOAA, font la course en tête avec environ 24,5 milliards d'euros, suivi par la Chine avec environ 11 milliards, l'Europe avec 8 milliards d'euros, le Japon avec 3 milliards, la France avec 2,8 milliards, l'Allemagne avec 2,3 milliards, la Russie et l'Inde avec environ 1,5 milliard d'euros respectivement. Avec 2,8 milliards d'euros investis en 2020 dans le secteur spatial, la France est le premier pays d'Europe. 80% de cet investissement va vers l'industrie spatiale nationale pour développer son innovation et sa compétitivité, contribuant à l'effort économique national de développement d'emplois et de valeurs. Avec des résultats concrets, puisque l'on compte environ 20 000 personnes travaillant en France dans l'industrie spatiale manufacturière et environ 43 550 en Europe. Les revenus de l'industrie spatiale manufacturière en France se situent à 4,2 milliards d'euros, dont 1,8 issus des ventes commerciales export, comparé aux revenus globaux de l'industrie spatiale manufacturière européenne d'environ 8 milliards d'euros, dont 2 milliards de revenus export. On voit ainsi que la France représente plus de 50% des revenus européens et que plus de 35% de ces revenus sont issus de ventes commerciales export, ce qui montre aussi que les revenus de l'industrie spatiale française sont très exposés au marché commercial, ce qui n'est pas le cas de ses concurrents européens dont les revenus sont issus essentiellement de contrats institutionnels.
Si l'on fait à présent un focus sur la répartition des emplois de l'industrie spatiale en France, on peut voir qu'ils sont concentrés dans 3 régions métropolitaines. En région Occitanie, avec plus de 8000 emplois, c'est là que l'on trouve Airbus Defence and Space ainsi que Thales Alenia Space, les grands maîtres d'œuvre. En Île-de-France, avec plus de 6500 emplois liés aux activités d'Ariane Group, Arianespace et Safran. En région Sud, avec plus de 2000 emplois liés à Thales Alenia Space. Enfin, notons également que la région Guyane, qui accueille le Centre spatial guyanais, pour Spatial de l'Europe, compte à elle seule plus de 700 emplois. Maintenant que nous avons fait un tour d'horizon du poids économique du secteur spatial, intéressons-nous aux évolutions qui sont à l'œuvre. Le secteur spatial voit ses pratiques se transformer. Avant, il s'agissait de répondre à un besoin institutionnel, de le transcrire en une mission, de faire fabriquer un satellite permettant de livrer les informations répondant à cette mission. Une filière technologique était créée et un opérateur de service, souvent un opérateur unique. Le contrat pour la réalisation du satellite était passé par l'agence spatiale à un maître d'œuvre. Il s'agissait d'un achat patrimonial, c'est-à-dire que le satellite était la propriété de l'agence spatiale ou du gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes passés à un achat de services auprès d'une société qui va s'adresser à un ou plusieurs fournisseurs. Le marché étant mature, plusieurs opérateurs proposant des services, les agences spatiales n'ont plus besoin d'être propriétaires et peuvent s'appuyer sur les opérateurs de services pour mobiliser les capacités spatiales et répondre à leurs besoins. Un opérateur de satellite ne dépend plus d'un seul client et va diversifier sa clientèle. En développant des solutions adaptées à leurs différents clients, ils vont également étoffer leur portefeuille d'offres et toucher de nouveaux secteurs d'usage. Bienvenue dans le New Space, car c'est ainsi que l'on nomme le changement de paradigme qui touche le secteur spatial depuis bientôt 10 ans. Ce phénomène se traduit concrètement par l'arrivée de nouveaux acteurs issus des technologies de l'information qui n'hésitent pas à appliquer des codes disruptifs sur le secteur spatial avec l'utilisation des composants du marché, là où traditionnellement on utilisait des composants durcis, à développer des satellites plus légers, peut-être moins performants au départ, mais qui vont être produits en série et dont les performances progresseront au rythme du développement des générations suivantes, plus performantes, et qui viendront au fil du temps constituer des constellations de plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de satellites, qui offriront une quasi-permanence de services d'observation et ou de communication. On voit ainsi se développer de nouvelles gammes de satellites de type nanosat, microsat, souvent réunis sous le vocable de smallsat. En parallèle, on note des efforts de standardisation des objets produits au format CubeSat, dont les coûts d'acquisition vont baisser dans des proportions qui font que le ticket d'entrée va devenir accessible à de nouveaux acteurs ainsi qu'à de nouveaux États. S'il n'est plus très new, le New Space constitue un tournant majeur dans la démocratisation de l'espace et a entraîné des changements de paradigme dans toutes les filières spatiales. Un des changements de paradigme notables apportés par le New Space est incontestablement le foisonnement des nouveaux acteurs. Parfois présenté comme un monde fermé, répondant à une logique d'arsenal, très segmenté et où régnait l'entre-soi, le secteur spatial a vu en 10 ans le nombre d'acteurs foisonner tant dans l'industrie manufacturière des satellites et des lanceurs que dans le domaine des services d'observation de la Terre, des télécommunications, de l'Internet des objets ou encore de la surveillance maritime. Les agences spatiales approvisionnant désormais des services, la perspective de ces commandes rémunératrices a motivé l'émergence de nouveaux entrepreneurs et l'investissement d'investisseurs privés qui ont vu dans la création de ces nouvelles sociétés une possibilité de rentabilité à court ou moyen terme. Ainsi, sur les 5 dernières années, le montant des investissements privés dans le secteur spatial a atteint 2,5 puis 3 milliards de dollars par an. Les plus importantes levées de fonds concernant des sociétés dont les patrons charismatiques, entrepreneurs milliardaires confirmés, se sont rapidement fait un nom dans le secteur spatial en décrochant des contrats avec la NASA sur des programmes emblématiques. Ainsi, des entrepreneurs milliardaires s'intéressent au domaine spatial, par atavisme personnel, mais aussi et surtout pour y gagner de l'argent. Ainsi, Jeff Bezos, patron d'Amazon, développe des activités de transport spatial dans le cadre de Blue Origin et a reçu le feu vert de l'autorité de régulation des fréquences aux États-Unis pour développer la constellation d'Internet par satellite Kuiper. Elon Musk, dans le cadre de SpaceX, développe également des lanceurs pour servir les programmes d'exploration de la NASA, mais aussi pour des activités plus commerciales et rêve de nous emmener sur Mars. Le regretté Paul Allen était un fervent du tourisme spatial. Sa société Stratolaunch a réalisé un premier vol avec son Stratolauncher en 2019 et envisage une exploitation commerciale. Richard Branson, patron de la société d'aviation civile Virgin, envisage d'étendre ses activités et de démocratiser le tourisme spatial avec sa société Virgin Galactic. Et enfin, Robert Bigelow, magnat de l'hôtellerie, voudrait étendre son empire autour de la Lune et développer de futurs resorts spatiaux. Un premier module gonflable a été arrimé à la Station spatiale internationale, démontrant la faisabilité de nouveaux modules habitables.
Les profondes évolutions du secteur spatial se caractérisent dans le domaine de l'observation de la Terre par le foisonnement de nouveaux acteurs. Au fil des années, on a ainsi vu fleurir des annonces de nouvelles missions qui envisagent toutes d'utiliser des constellations de satellites. Ces constellations vont permettre à ces nouveaux entrants de proposer des services qui vont se démarquer des offres classiques d'imagerie par de nouvelles propositions de valeur comme la revisite, voire la permanence d'observation. Si ces nouveaux acteurs sont majoritairement des sociétés des États-Unis, on constate que d'autres pays sont présents, comme la Chine, le Japon, mais aussi le Canada et en Europe l'Angleterre, la Finlande et l'Espagne. Avec une particularité, car si les sociétés américaines annoncent leurs intentions de lever des fonds auprès d'investisseurs privés, les sociétés chinoises annoncent les leurs lorsqu'elles ont déjà mis en orbite les premiers satellites de leur future constellation. Le retard n'est donc qu'une apparence, certains projets américains ayant mis plusieurs années à trouver des investissements. Ce phénomène se poursuit au-delà de 2017 à un rythme moins soutenu, car il y a non seulement une prime aux premiers entrants, mais les premières sociétés qui ont déployé leur constellation ne sont pas encore rentables au bout de 5 ans, ce qui freine les élans des investisseurs. On s'attend donc à ce qu'il y ait des faillites, des fusions-acquisitions, en vue d'une consolidation du secteur. Les changements de paradigme introduits par le New Space se traduisent également par un changement de posture. Ainsi, de l'aveu d'Elon Musk, SpaceX n'a jamais été un fabricant et un opérateur de lanceurs, mais une société de développement et de mise en œuvre de systèmes spatiaux, que ce soit des lanceurs ou des véhicules spatiaux. Ce qui se traduit par de nouvelles approches de développement et la recherche systématique de réduire les coûts. Pour y parvenir, SpaceX et de nombreux autres acteurs n'hésitent pas à verticaliser la chaîne de valeur, c'est-à-dire à tout faire eux-mêmes en ayant recours le moins possible à des fournisseurs externes. Pour réduire les coûts, il faut envisager le business model dans la globalité des segments de marché visés et optimiser l'ensemble pour produire en masse. Et ces nouveaux business models peuvent introduire de vraies disruptions, comme la réutilisation des éléments d'un lanceur. Encore faut-il qu'il y ait suffisamment de satellites à lancer pour assurer la rentabilité de l'ensemble. Et c'est avec la constellation de télécommunications Starlink que peut se justifier la réutilisation de certains éléments d'un lanceur. Car avec Starlink, Elon Musk fait le pari d'un système de télécommunication par satellite en orbite basse, avec des temps de très faible latence pour se positionner comme un acteur de la 5G. La constellation Starlink envisage dans un premier temps de mettre en orbite 12 000 satellites pour atteindre 42 000 objets à terme d'ici 2040. Une première usine produira environ 1200 satellites par an. À la fin de l'année 2020, il est prévu que Starlink ait mis plus de 1000 satellites en orbite et opère ses premiers services pour réduire la fracture numérique et pour les besoins de la défense américaine. Mais Starlink n'est pas la seule constellation de télécommunications annoncée. Kuiper, la constellation de Jeff Bezos, pour laquelle Amazon Web Services a créé un département espace, est également sur les rangs, ainsi que des constellations chinoises. Dans tous les domaines, on assiste à un foisonnement qui crée une offre pléthorique de lanceurs, de satellites et de nouveaux services. D'autant que de plus en plus de pays se dotent d'agences spatiales et soutiennent le développement de leurs champions. On pourrait assister dans les prochaines années non seulement à une hyper-concurrence sur les marchés commerciaux, mais aussi à ce que les marchés institutionnels soient réservés aux acteurs nationaux, ce qui pourrait mener à une balkanisation des marchés. Un autre paradigme concerne l'accès gratuit aux données d'observation de la Terre, particulièrement concernant les données optiques. Depuis août 2020, 3 sources proposent aux internautes un accès illimité à des données d'observation de la Terre et ce, gratuitement. Ces sources sont issues du programme américain Landsat, du programme européen Copernicus et du programme chinois Gaofen. Les données accessibles sont de très bonne résolution, 10 mètres et moins, ce qui oblige les nouveaux opérateurs commerciaux à positionner leurs offres soit sur des usages et des assemblages audacieux de bouquets de données mêlant spatial et aéroporté, ou spatial, aéroporté et drone, soit à proposer des résolutions plus élevées de l'ordre du mètre. Et c'est ainsi que se transforme le paysage des acteurs de l'observation de la Terre, touchant toutes les gammes de résolution dans le domaine de l'imagerie optique, voyant émerger de nombreuses offres d'imagerie radar, un domaine pourtant complexe, mais aussi des offres dans le domaine hyperspectral. D'ailleurs, il est attendu à ce qu'il y ait plusieurs offres de services commerciaux à 1 mètre de résolution, un domaine qui, il y a peu, était réservé au renseignement militaire et se démocratise, devenant très concurrentiel. Notons également que l'on assiste à un foisonnement d'offres de données AIS et d'offres d'écoute électromagnétique pour des usages de surveillance maritime. Autre domaine touché par ces changements de paradigme, les communications Internet par satellite et l'Internet des objets, l'IoT.
Sous l'impulsion des besoins exprimés par le département de la Défense américaine de disposer d'une architecture de communication ultra rapide, plusieurs projets de constellations de télécommunications haut débit en orbite basse, dite LEO, ont vu le jour, dont Starlink, Kuiper, OneWeb et Leosat pour n'en citer que quelques-unes. Le domaine des télécommunications étant extrêmement concurrentiel et les projets de constellation des années 1990 étant tous passés par la case faillite, il n'est pas étonnant de voir certains projets être remis en cause, comme Leosat, voire changer de portage pour lever les investissements nécessaires auprès de nouveaux partenaires comme OneWeb. Le domaine de l'Internet des objets fait l'objet lui aussi de l'intérêt des nouveaux opérateurs et des investisseurs. On voit ainsi les projets se multiplier dans tous les pays, dont la France avec Kinéis qui s'appuie sur la filière française de nanosatellites. Les constellations se déploient également pour assurer des services de positionnement et de localisation par satellite. Plusieurs pays veulent pouvoir disposer de leur propre système pour leur souveraineté, mais aussi pour soutenir le développement de services commerciaux qui seront utilisés pour répondre aux futurs enjeux sociétaux de mobilité dans les transports et demain de véhicules autonomes. Les fournisseurs de services intègrent dans les boîtiers à bord des futurs véhicules les puces qui rendront leur matériel et leurs offres de services agnostiques vis-à-vis des systèmes européens Galileo, américains GPS, chinois Beidou et russes GLONASS, et ce pour pouvoir toucher des marchés mondiaux. Dans ce contexte, pas étonnant que des analystes financiers envisagent l'économie du secteur spatial comme la Next Trillion Dollar Economy à l'horizon 2040. Le rapport de Morgan Stanley a beaucoup remué les esprits et a fait poser de nombreuses questions quant à la crédibilité d'une telle perspective, car il s'agit de passer d'une économie qui pèse actuellement environ 366 milliards de dollars à une économie qui pèserait 1000 milliards de dollars d'ici 20 ans. D'autres analyses s'inscrivent dans cette perspective. Actuellement, les revenus de l'économie spatiale sont encore très liés à la commande publique. Cela voudrait dire que la commande publique aurait considérablement augmenté. Or, les efforts de rationalisation budgétaire au niveau des États ne semblent pas aller en ce sens. En tout cas, s'il y a augmentation du soutien des États au développement et à la compétitivité dans le secteur spatial, les analystes semblent s'accorder sur le fait que les revenus de la 5G seront un élément clé du développement économique, y compris pour le secteur spatial. Les besoins de la défense américaine d'assurer la protection de son territoire et de disposer pour cela, entre autres, de moyens de communication haut débit, seront assurément un élément de cette croissance. On peut s'attendre à ce que d'autres nations, la Chine en tête, fassent de même. De plus, le développement de nouvelles activités dans l'espace devrait déboucher sur le développement d'une nouvelle économie de l'espace dans l'espace, avec fabrication et recyclage en orbite, sans compter toutes les nouvelles idées que ne manqueront pas d'avoir les futurs entrepreneurs. Et des idées pour générer de nouveaux revenus, les entrepreneurs en ont. Avec l'augmentation des opérateurs de constellations d'observation de la Terre, de nouvelles propositions de valeur voient le jour, notamment pour préparer les images afin que leur traitement puisse être automatisé. On voit ainsi se développer des data raffineries qui font ce travail de préparation comme Descartes Labs, et d'autres acteurs qui utilisent ces images traitées pour alimenter les algorithmes de détection automatique de changements comme la Pixel Factory d'Airbus Defence and Space ou des projets comme AI4Geo. À ce jeu de l'automatisation des traitements et du toujours plus vite, il faut une fois encore aider les algorithmes en les éduquant à reconnaître des objets prédéfinis. Ainsi, de nouveaux business d'étiquetage d'objets et de formes voient le jour, pour le plus grand bénéfice des algorithmes d'intelligence artificielle. Les grands opérateurs se constituent des bases de tags qui vont devenir des éléments décisifs de la qualité des services vendus. Comme nous l'avons vu, il est attendu à ce que les constellations de télécommunications haut débit génèrent également de nouveaux revenus qui pourraient propulser l'économie spatiale vers la barre des 1000 milliards de dollars. Mais avant cela, plusieurs challenges techniques doivent être relevés, dont les communications intersatellites par lien optique et le déploiement d'un réseau de terminaux chez les utilisateurs, voire chez les particuliers. Avec toutes ces annonces de constellations de communication, d'observation, de géolocalisation, toutes ces futures possibilités, il est intéressant de faire un pas de côté pour apprécier les opportunités de toutes ces évolutions. Dans un scénario où la plupart de ces annonces se concrétiseraient par des services opérationnels, nous disposerions non seulement comme aujourd'hui de moyens pour observer, écouter et communiquer, mais aussi pour analyser, décider et pourquoi pas agir en autonomie depuis l'espace. Ces futurs systèmes de systèmes, vu le très grand nombre d'objets, parlent souvent de méga-constellations. Ils sont à l'image des systèmes de grid utilisés actuellement sur Terre pour la gestion des réseaux d'énergie. Alors, à quand un grid spatial ? L'idée d'un continuum Terre-Espace peut sembler étrange ou trop ambitieuse, pourtant,
des propositions existent pour en développer les briques de base. Ainsi, la société Lightloop envisage de mettre en orbite des satellites mémoire qui seront de futurs data centers spatiaux. La société Spacebelt propose de déployer en orbite une architecture de satellites préfigurant un futur cloud spatial. Notons que récemment, Amazon Web Services a créé une division espace. Serait-ce dans ce but ? Avec les méga-constellations, mais aussi plus globalement avec l'augmentation du nombre de satellites présents sur les différentes orbites et le développement de la nouvelle économie de l'espace dans l'espace, l'enjeu de la préservation de la propreté des orbites et de la gestion des débris sera crucial. C'est pourquoi on voit dans le même temps se multiplier les propositions pour venir nettoyer les orbites. Des esprits taquins parlent d'éboueurs de l'espace. Parions que ces activités s'avéreront bien utiles pour que les activités spatiales puissent être pérennes. Dans le même ordre d'idées, plutôt que de venir retirer les objets en panne, il est proposé d'intervenir avant leur fin de vie pour venir amarrer un module qui prendra à sa charge les manœuvres de maintien à poste du satellite principal, prolongeant ainsi sa durée de vie et de service. Des premiers TUG ont été lancés pour expérimenter la chose par la société Space Logistics, une filiale de Northrop Grumman, pour le compte de l'opérateur Intelsat. Les activités d'assemblage en orbite pourraient aussi changer la donne et permettre de déployer, à moindre coût, de très grandes structures directement dans l'espace. La taille sous coiffe des lanceurs limitant l'emport de très grands télescopes ou de grandes habitations spatiales. Des sociétés comme Made in Space envisagent de déployer de très grandes structures en utilisant des techniques d'origami pour de futurs très grands panneaux solaires ou encore de très grands réflecteurs. Des techniques d'impression 3D devraient également permettre de réaliser directement dans l'espace la fabrication de mégastructures, ce qui réduit la masse à emmener en orbite et donc le coût de ces futures structures géantes. Fabrication en orbite, production d'énergie directement dans l'espace sont les éléments clés de nouveaux développements économiques. Cette nouvelle économie de l'espace dans l'espace repose également sur le développement des nouvelles bases spatiales en orbite ou sur des corps célestes. Les feuilles de route des grands programmes d'exploration des agences spatiales préparent le chemin de cette nouvelle économie de l'espace dans l'espace, avec dans un premier temps le retour d'hommes et de femmes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis, et peut-être demain de la Lune vers Mars. Pour cela, une infrastructure d'accès à la Lune doit être déployée avant de pouvoir installer durablement une base lunaire avec un site de production pour assurer le support vie nécessaire aux futurs spationautes. L'installation permanente d'une présence humaine dans une base nécessitera de disposer et donc de fabriquer sur place tout ce dont ses habitants auront besoin, depuis les modules d'habitation, la nourriture, l'air et l'eau. Il faudra pour cela disposer des sources d'énergie nécessaires. Mais au-delà des besoins logistiques, il faudra aussi proposer aux futurs habitants de l'espace des moments récréatifs, des loisirs et d'assurer leur santé. Si la conquête spatiale s'est faite jusqu'à présent en utilisant les ressources terrestres, il sera nécessaire pour une installation durable d'utiliser les ressources à disposition dans l'espace, de les gérer au mieux et de les recycler. Ce sujet pose de nombreuses questions juridiques et éthiques. Il fait débat, tant les enjeux autour de l'utilisation des ressources présentes sur les corps célestes sont de nature à remettre en question les traités internationaux élaborés autour de la non-appropriation des corps célestes. L'espace demeure un milieu hostile, mais malgré cela, des entrepreneurs et de simples terriens ont envie d'espace. Même si pour beaucoup il ne s'agit que d'un rêve, et que le meilleur endroit pour vivre et respirer reste notre planète Terre, des projets pour emmener des hommes et des femmes dans l'espace et s'établir loin de notre planète voient le jour. Vision prospective de précurseur ou affabulation, l'avenir nous le dira. En tout cas, nous vivons un changement de paradigme où une nouvelle dynamique économique touche le secteur spatial pour en faire demain un nouvel espace économique. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation.